Bonjour, je suis Gilles Bosser. Nous sommes sur le plateau de Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2018 et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jérôme Ourdin qui est rythmologue à Marseille et avec lequel on va parler d'un problème très intéressant pour les cardiologues qui tourne au prolapsus mitral et notamment à ce qui concerne le risque rythmique dans le prolapsus mitral. Alors déjà, avant de parler de risque rythmique, parce que c'est un élément très important qui peut inquiéter les patients et leurs cardiologues, je voudrais qu'on reparle de ce qu'on appelle le prolapsus mitral. Parce qu'au fond, il y a tout un spectre, un continuum. Qu'est-ce qu'on va appeler réellement un prolapsus mitral? Quelles sont les définitions actuelles? Et puis peut-être nous dire aussi quelques mots de l'épidémiologie et de la prévalence de cette affection. Alors d'abord bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est une maladie passionnante parce que c'est une maladie très fréquente pour laquelle tous les cardiologues seront exposés un jour ou l'autre dans leur vie. Ça reste la valvulopathie la plus fréquente en fait dans les pays occidentaux avec un taux de prévalence qui est aux alentours de 2,5 à 5% selon les études. Donc une pathologie extrêmement fréquente qui en touche particulièrement des gens jeunes, notamment à l'âge initial du diagnostic. Donc c'est pour ça que tous les cardiologues y seront confrontés, et même nous, rythmologues, on y est confrontés. Donc le prolapsus, c'est une maladie assez complexe en fait finalement, parce qu'il n'y a pas qu'un seul prolapsus, il y a plusieurs prolapsus. Il y a la prolapsus classique qui a été décrit dans les années 70 par M. Barlow, donc la forme Barlow, extrêmement redondante, avec une dysplasie de la valve mitrale très épaisse, et puis une forme plus récente, plus récemment décrite, qui est la dégénérescence fibroélastique, où les valves sont moins évaissies, moins redondantes, donc une forme un petit peu particulière. Et puis ensuite, vous avez des formes aussi génétiques associées, récemment découvertes, avec la filamina, des mutations génétiques diverses, qui aussi peuvent rentrer dans différents syndromes plus globaux, des syndromes d'Ehlers-Danlos, des maladies du tissu, la maladie de Marfan, ainsi de suite. Donc c'est un spectre de maladies extrêmement compliqué, mais la forme classique de prolapsus valvulaire mitral reste la maladie de Barlow. Voilà, mais peut-être un des messages, si je comprends bien quand même, à faire passer à nos collègues cardiologues, c'est de dire que le prolapsus mitral, ce n'est pas une maladie en soi, c'est un spectre dans lequel en fait, il y a plusieurs maladies qui comportent sans doute des risques évolutifs, voire rythmiques, différents les uns des autres, et pour lesquels on n'est pas toujours capable de bien faire la différence entre les différentes maladies, mais qui nécessiteraient quand même un certain nombre de bilans et d'investigations pour essayer d'être plus précis, si je puis dire. Alors, effectivement, on appelle maladie de Barlow, mais il faut savoir que dans les années 70, c'était considéré comme une particularité valvulaire, pas finalement comme une maladie, et que longtemps il est resté dans l'inconscient des cardiologues que c'était une particularité valvulaire mitrale et que finalement ce n'était pas une maladie. Il s'avère que finalement l'histoire de cette anomalie valvulaire est un petit peu plus complexe que ça. Vous avez une certaine proportion de la population atteinte pour lesquelles il ne va absolument rien arriver, qui auront une espérance de vie et normale pour leur âge et pour leur tranche de population, et une évolution tout à fait normale. Et puis vous avez certains patients qui vont évoluer vers une dégénérescence fuyante de la valve mitrale et qui vont s'exposer aux mêmes complications qu'on retrouve sur les IM fonctionnels ou organiques dans d'autres cardiopathies. Le diagnostic du prolapsus, finalement, il est assez simple à faire. Hein. Ça reste un recul, un défaut de coaptation, un point de coaptation sous l'anneau mitral en systole ventriculaire de plus de 2 mm. Alors ça peut concerner un ou deux feuillets, hein, mais c'est surtout ça en fait. Hein. Le critère se fait en parasternal long axe et c'est le critère majeur de définition en fait, du prolapsus valvulaire mitral depuis les années 80. Donc on en reste à cette définition claire et je pense que c'est un point important. Alors pour en venir au risque rythmique, effectivement on parle de ça depuis quelques années. Alors vous avez conduit une étude très importante avec la Mayo Clinic dont on attend la publication des résultats sur justement ce risque rythmique. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que finalement c'est un risque qui est très important? Quelle est l'importance de ce risque? Alors le risque rythmique ventriculaire, ça part de constatations qui ont été faites par le passé sur des séries de cas, sur des autopsies de gens qui mouraient de façon un peu inexpliquée, sans particularité, sans cardiopathie, et pour lesquels on était un peu étrange de remarquer qu'ils avaient à peu près tous les mêmes anomalies, en tout cas dans les séries autopsiques, une présence de fibrose dans le ventricule gauche au niveau du pilier, et puis ce prolapsus valvulaire mitral. Je crois qu'il faut être clair sur le fait que le risque rythmique dans le prolapsus n'est pas clairement identifié, son taux d'incidence, notamment d'incidence de mort subite, n'est pas connu à l'heure actuelle hein, dans cette maladie. On l'estime assez faible, entre 0,1 à 0,4%, 2,5% dans les anciennes publications dans les années 80, mais ça me semble un peu surestimé. Et donc ça concerne une frange très faible de la
population de porteurs de prolapsus valvulaires mitraux. Et donc je crois clairement qu'il faut rassurer ces patients et que le risque de mort subite est extrêmement faible et va concerner probablement une très petite frange de la population avec un sous-groupe très particulier de porteurs de prolapsus. Alors c'est ça la question, c'est-à-dire que vous nous dites bien que la prévalence de cette maladie est importante, chez les femmes en particulier. Le risque rythmique est peut-être un peu moins important que ce qu'on pouvait penser, et c'est un élément important et rassurant, mais il n'empêche, pour nos collègues cardiologues et pour leurs patients, bien évidemment, au fond, même si ce risque est fort heureusement relativement faible, la question est de savoir comment on va pouvoir identifier ces patients parmi les relativement nombreux patients ou patientes qui ont un prolapsus mitral. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Alors, que ce soit dans notre pratique quotidienne ou dans les recherches qu'on mène, notamment au CHU de Marseille, on est parti des constatations qui ont été faites par le passé, sur soit des séries, soit des petites études, qui initialement nous parlaient que le caractère éventuellement bivalvulaire du prolapsus pouvait être un facteur de risque de genèse d'arythmie ventriculaire. Je crois qu'il faut, ça ne peut pas se limiter uniquement à ça, 50% des patients qui ont un prolapsus valvulaire mitral sont porteurs de cette atteinte bivalvulaire. Donc je pense que clairement, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Dans ce sous-groupe à risque, on a l'impression que globalement, c'est plutôt des femmes jeunes qui ont des fractions d'éjection ventriculaire gauche normales, qui n'ont pas de fuite mitrale sévère. Donc on exclut complètement les populations pour lesquelles en fait, ils vont avoir une dégénérescence fuyante de la valve et qui vont rejoindre classiquement les complications observées chez les patients qui ont des fuites mitrales sévères. Et puis des patients qui vont venir à la consultation et qui vont se plaindre de palpitations, de malaise, de syncope, et pour lesquels on va enregistrer une extrasystolie ventriculaire assez fréquente, polymorphe, extrêmement inquiétante parfois, qui a priori serait probablement en lien avec l'attraction de l'anneau mitral sur les piliers, puisque la forme typique enregistrée chez ces patients, ça reste des extrasystoles du pilier mitral postérieur, donc qui ont un aspect de retard droit et qui ont un axe vertical inférieur et un AVR positif. Et puis l'IRM qui peut être important chez ces patients parce qu'une équipe italienne, il y a 2 ans, a montré que la présence de fibrose dans la région du pilier mitral et dans la région de l'anneau mitral était corrélée à l'existence d'une extrasystolie ventriculaire qui, on le sait, quand elle est plus fréquente, expose bien évidemment plus à un risque de mort subite. Mort subite qui, à chaque fois, se passe sous forme de fibrillation ventriculaire, en tout cas sur les tracés qu'on a percritiques de ces patients qui ont été récupérés. Et donc ça veut bien dire quand même que l'échographie à soi tout seul ne pourra pas suffire à stratifier et à dépister ces patients. C'est même finalement d'une assez faible rentabilité si on comprend bien. On cherche la place de l'IRM qui sera probablement un examen important dans ce contexte, mais au fond, l'évaluation rythmique, elle doit rester pour nous cardiologues basée sur le Holter, le test d'effort. Les palpitations, c'est quelque chose qui est très fréquent. On sera bien plus inquiété par des manifestations syncopales, forcément, mais il faut revenir au basique, c'est-à-dire évaluer ces patients avec Holter et test d'effort. Et qu'est-ce qu'on fait est-ce que vous confirmez ça? Et si oui, quand on a des troubles du rythme, comment interpréter les résultats? Et est-ce qu'il faut se retourner vers nos équipes de rythmologie? Qu'est-ce qu'on fait des données que vont nous rendre les Holter et les tests d'effort? Vous avez tout à fait raison. La première chose à faire, c'est rester basique sur ce qu'on sait faire en cardiologie, c'est-à-dire utiliser des examens qui ont prouvé leur efficacité et des choses simples. Vous avez effectivement dans les patients porteurs de prolapsus, et notamment chez les gens jeunes et les femmes, beaucoup de symptomatologie très très riche souvent, qu'on a catalogué du syndrome de prolapsus, qui est sûrement la conséquence d'une hyperadrénergie. Ils arrivent avec des palpitations, des douleurs thoraciques, de la nervosité, une humeur très labile qui répond extrêmement bien aux bêta-bloquants. Mais à côté de ça, si dans l'évaluation initiale cardiologique, vous trouvez que ces patients vous rapportent des syncopes qui n'ont rien à voir avec des syncopes vagales, ou des lipothymies qui surviennent à l'effort, des lipothymies en position couchée, en dehors de tout contexte de stimulation neurocardiogénique. Et puis sur les ECG, les différents ECG que vous enregistrez, ou une extrasystolie avec des doublés, des triplés, je pense qu'il faut être alerté. Et je pense qu'il faut aller plus loin, effectivement. Alors, le Holter, ça reste la base. Je pense que la mesure de l'extrasystolie ventriculaire quotidienne chez ces patients reste extrêmement important, parce que, clairement, quelqu'un qui va faire 20% d'extrasystolie par jour doit vous alerter. Puis ensuite, l'évaluation échocardiographique. Si vous avez un prolapsus qui va associer un certain nombre de composantes, c'est-à-dire une forme extrême de Barlow avec une forme myxomateuse, une forme de disjonction annulaire qui avait été décrite initialement par l'équipe de la Mayo Clinic, une atteinte bivalvulaire avec un point de coaptation très loin dans l'oreillette gauche.
Vous êtes face à quand même une forme extrême de Barlow. Là-dessus, effectivement, nous, systématiquement, au CHU de Marseille, on leur fait faire des épreuves d'effort et on remarque qu'à l'effort, l'extrasystolie augmente et qu'ils se mettent à faire des arythmies extrêmement complexes, polymorphes, répétitives et qui disparaissent en récupération. Si vous êtes face à cet ensemble de choses, je conseille effectivement de compléter également par une IRM. Et si vous avez un phénotype complet avec un patient chez qui vous allez retrouver de la fibrose, alors que finalement, quand vous faites l'échographie, il a une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale, il n'y a pas de fuite mitrale. Je pense qu'effectivement, ça nécessite un avis rythmologique spécialisé pour qu'on puisse, au cas par cas, évaluer le risque rythmique chez ces patients et éventuellement discuter soit l'implantation d'un enregistreur sous-cutané d'événements de longue durée, hein, soit parfois, dans des conditions extrêmes, l'implantation d'un défibrillateur en prévention primaire, en sachant que là-dessus, aucune recommandation ne sont établies à l'heure actuelle. Jérôme Hourdin, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.